très content de pouvoir présenter ce travail qui a été une belle collaboration menée au sein de Censure, du groupe de travail Censure, enfin Mesure, qui a commencé par Mesure et ensuite Censure, qui a été donnée en majeure partie par Adrien Charvat, premier auteur là. Donc moi je suis Aurélien Belot, j'ai supervisé ce travail et donc je travaille au Cancer Research UK Cancer Survival Group à Londres, à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, que j'ai rejoint l'année dernière. Avant je travaillais au service de biostatistique des Hospices civils de Lyon, où a débuté ce travail d'ailleurs, il y a quelques temps, et dont certains co-auteurs sont au service de biostatistique de Lyon. Donc ce travail concerne le développement d'un modèle et d'une méthode d'estimation. Donc un modèle multiniveau ou un modèle mixte, disons, du taux en excès, du taux de mortalité en excès pour estimer donc la survie nette. Donc je vais présenter tous ces concepts sur des données hiérarchiques, donc des données qui ont une structure hiérarchique, et permettant l'estimation d'effets aussi bien non linéaires et non proportionnels. Donc le contexte, on s'intéresse principalement, pourquoi on a développé ce modèle et cette méthode, parce qu'on s'intéresse à étudier la relation entre le statut socio-économique et la survie des cancers, parce que c'est une question importante de santé publique. Alors ce travail repose sur des données fournies par des registres de cancer, qui sont des données de population. Donc les registres de cancer travaillent au niveau d'une population prédéfinie, par exemple le département en France, et sont chargés de recueillir de façon exhaustive tous les cas de cancer incidents sur ce département, par exemple, et également de mettre à jour le statut vital des patients de façon régulière afin de permettre des études de survie, c'est-à-dire d'étudier quelle est la probabilité de survie après un diagnostic de cancer sur leur population. Alors, le niveau socio-économique des patients n'est pas disponible de façon générale dans les registres au niveau individuel. Il est souvent décrit par une mesure qu'on dit écologique, c'est-à-dire qu'on va assigner à des patients résidant dans une petite zone géographique un niveau de socio-économique de cette zone géographique. C'est-à-dire qu'on va qualifier la zone géographique de résidence avec un certain niveau socio-économique, et ce niveau socio-économique est ensuite attribué à chaque patient résidant dans cette zone. Donc, c'est la première chose dans ce travail à savoir, c'est qu'on n'a pas l'information individuelle du niveau socio-économique, on a une mesure écologique et on l'utilise comme un proxy d'une mesure individuelle, du niveau individuel, pardon. Et en deuxième chose qu'il faut savoir, c'est nous là on va s'intéresser donc au taux de mortalité lié au cancer, et en utilisant donc ces données de population issues des registres de cancer du réseau Francim, France par exemple. Et ces registres n'ont pas la cause de décès. D'accord? Donc on va utiliser donc deux problématiques, deux questions, deux problématiques qui demandent un développement statistique. On a une information définie à un niveau écologique supérieur au niveau individuel, et on n'a pas de cause de décès. Enfin, troisième point, c'est qu'on a une structure hiérarchique des données recueillies au sein des registres cancer, et on ne peut pas supposer indépendance de chaque temps de survie observé. Donc ceci, je vais pouvoir plus l'illustrer sur la diapo suivante, où j'ai donné l'exemple ici de des données recueillies au sein du registre du Bas-Rhin, donc des temps de survie pour un patient diagnostiqué dans le Bas-Rhin avec son statut vital. Pour un deuxième patient, on a son temps de survie observé
recueillis dans le registre du bas ainsi que son statut vital. On a la même chose dans l'Isère. Et on ne peut pas considérer que ces temps de survie observés dans un département donné, par exemple le département de l'Isère, sont des observations complètement indépendantes, puisqu'on peut quand même supposer que ces patients issus vivant dans une même zone géographique, donc là j'ai pris le département, mais on peut descendre à un niveau plus fin que le département, le canton ou l'IRIS, ce qui nous intéressera plus tard dans notre travail. Ces observations partagent certaines informations et sont donc d'une certaine façon corrélées. Donc pour répondre à ces différentes questions, l'idée c'était de proposer un modèle à effet mixte. Cette méthode, ces modèles à effet mixte, fournissent un cadre théorique satisfaisant et répondant très bien à la question d'une structure hiérarchique des données. C'est-à-dire qu'on va tenir compte du fait que des patients vivant dans une même zone géographique sont des observations corrélées. Et on va s'intéresser ici au taux de mortalité qu'on appelle en excès, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier la part de mortalité qui est vraiment liée à la maladie. Donc ces modèles à effet mixte, qui sont également appelés dans le contexte des études de survie, des modèles à fragilité partagée, les Shared Frailty Models, ont été beaucoup développés, de nombreux développements ont été proposés dans le cadre de la survie dite globale, mais dans le cadre de la survie nette et donc du taux de mortalité en excès, le taux de mortalité qu'on va essayer d'identifier comme étant celui lié à la maladie, causé par la maladie, il y a très peu, enfin à ma connaissance, pas eu de développement théorique poussé permettant d'ajuster ce type de modèle. Donc l'objectif finalement était de proposer une approche pour ajuster un modèle du taux en excès, Excess Hazard Model, avec un effet aléatoire et également permettant de prendre en compte des effets non linéaires et dépendants du temps de certaines covariables. Et là, associé à la proposition au développement de cette méthode, on voulait s'intéresser aux performances de cette méthode, de cette approche, dans une étude de simulation. Donc voilà pour le contexte. Donc juste pour définir un peu le plan de ma présentation, je vais commencer par présenter un peu le cadre des modèles taux de mortalité classiques, des modèles de survie avec effet aléatoire, les shared faulty. Après, on s'intéressera au cadre, au contexte des modèles du taux en excès, donc là où on va essayer d'identifier la part vraiment liée à la maladie. Et ensuite, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, je dirais, en combinant ces deux développements et en montrant un petit peu comment on a réussi à développer cette méthode, quels outils mathématiques ont été nécessaires, notamment pour la méthode d'optimisation, et ensuite l'étude de simulation, pour voir un peu les performances de cette méthode. Et je finirai par une application et quelques conclusions et de points de discussion. Donc le modèle classique Shared Frailty, modèle de survie avec effet aléatoire, disons, sont communément appelés Frailty pour des raisons historiques, parce qu'ils ont été étudiés en premier par Vaupel, où il s'intéressait au vieillissement de la population et à la fragilité de chaque individu par rapport à son vieillissement. Et le frailty, donc la fragilité U, l'effet aléatoire, c'est une variable aléatoire qui agit, qui multiplie un taux de mortalité de base. Donc on peut voir dans cette équation un peu complexe, mais qui ressemble grandement, par exemple, si vous êtes un peu familier au modèle à taux proportionnel de Cox. Donc le taux de mortalité pour un temps t, pour un certain jeu de covariables x, et pour une variable aléatoire, un effet aléatoire UI, il est égal à un taux de base, lambda 0, fois donc la fragilité, l'effet aléatoire, fois l'exponentielle des covariables, donc
que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est sans le UI pour les modèles de Cox classiques. Et donc ici, l'hypothèse, dans la définition de ce modèle ici, que chaque unité géographique UI a on lui assigne une fragilité, un niveau de fragilité UI qui est partagé par tous les individus observés au sein de cette unité. C'est un peu le cadre classique de ces modèles de survie avec effet aléatoire. Et en général, donc pour définir et pour estimer ces modèles, on doit se donner une distribution de la fragilité, distribution de l'effet aléatoire, et on doit supposer une distribution de notre taux de base ou enfin de notre temps de survie. Et un choix qui est généralement adopté, c'est un choix donc pour la distribution du temps de mortalité, on suppose une distribution de V-bulle et on suppose une distribution gamma pour l'effet aléatoire, pour la fragilité. Alors pourquoi ce choix est en général fait? C'est que si on résume de façon très synthétique le processus d'estimation en 3 étapes, on doit définir, pour obtenir nos estimations de nos paramètres à la fin, on doit définir dans un premier temps, première étape, c'est la vraisemblance conditionnellement, donc conditionnellement à ma fragilité, à mon effet aléatoire propre au cluster I, définir la vraisemblance conditionnelle ici. Puis, on doit se débarrasser de l'effet aléatoire UI en calculant ce qu'on appelle la vraisemblance marginale, c'est-à-dire en intégrant cette vraisemblance conditionnelle par rapport à la distribution de mon effet aléatoire. Et ensuite, on multiplie sur l'ensemble de mes clusters I toutes ces vraisemblances marginales propres à chaque cluster pour obtenir ma vraisemblance totale qu'on maximise ensuite par des méthodes classiques, disons Newton-Raphson. Et pourquoi V-bulle et gamma sont en général choisis? C'est parce que ici, dans cette expression de la vraisemblance marginale pour cluster I, avec le choix d'une distribution gamma pour l'effet aléatoire et V-bulle pour la distribution des temps de mortalité, on a une expression analytique de cette quantité, puisque ça se simplifie, on arrive à se débarrasser de l'intégrale par une écriture algébrique, et donc on obtient une expression analytique qu'il est facile de maximiser. Alors voilà un peu le cadre général des modèles de survie avec effet aléatoire. Si maintenant on revient à notre problématique à nous, qui était également d'intégrer notre taux de mortalité, d'estimer le taux de mortalité lié à la maladie. Comment on va essayer de le faire? Ce qui est en général utilisé sur les données de population, c'est ce qu'on appelle la méthode du taux de mortalité en excès. Alors parce que je vous rappelle que les données recueillies par les registres de cancer n'ont pas en général l'information sur la cause de décès. Même s'ils l'ont, on peut se poser la question sur la pertinence de cette information, on pourra en discuter plus tard si vous le souhaitez. Mais bon, ils n'ont pas la cause de décès, donc l'idée c'est d'estimer, de regarder le taux de mortalité observé sur notre population observée au sein des registres, donc notre population de patients atteints de cancer, disons, puisque c'est le cadre de mon travail ici, et de comparer ce taux de mortalité observé chez nos patients atteints de cancer au taux de mortalité auquel ces patients seraient exposés, ces personnes seraient exposées s'ils n'avaient pas eu le cancer. Autrement dit, on va comparer le taux de mortalité auquel nous sommes tous exposés pour un âge donné, un sexe donné et un département de résidence, enfin différentes informations. On a telle probabilité de décéder dans l'année, dans les 2 ans qui viennent, etc. Si on tient compte de cette information que j'appelle ici le lambda
P, le taux de mortalité de la population. D'accord? Et nous, on observe sur notre population de personnes atteintes de cancer, on observe le taux de mortalité total. On cherche à distinguer sur notre population de personnes atteintes de cancer ce qui est dû à la mortalité, disons, attendue, à laquelle on serait tous exposés, plus à une mortalité dite en excès, qui serait celle qui est due à la maladie, puisque nous observons une population de patients atteints de cancer. Donc c'est cette quantité lambda P, le taux de mortalité attendu, est disponible au sein de l'INSEE par exemple en France ou d'autres statistiques d'instituts statistiques nationales en Angleterre ou dans d'autres pays. On a une estimation, on peut obtenir des estimations de ce taux de mortalité attendu. On a le taux de mortalité total observé sur notre population atteinte de cancer, qui provient des registres, puisqu'on a les données observées. Et donc on cherche à estimer ce lambda plus ce taux de mortalité en excès qu'on va attribuer à la maladie. Et si on revient à notre aux 3 étapes précédentes, le challenge auquel on était confronté, c'est que si dans notre équation de notre vraisemblance conditionnelle, on intègre ce taux de mortalité attendu ici, le lambda p, et bien ensuite, dans le calcul de notre vraisemblance marginale, même si on choisissait le cadre simple qui est défini, donc Frelti gamma, fragilité, effet aléatoire gamma avec V bulle comme distribution des temps de survie, si on choisissait ce cadre simple, qui est essentiellement pour des raisons pratiques, on n'aurait de toute façon pas une simplification et une expression analytique de la vraisemblance conditionnelle. Donc, on a décidé donc de sortir de ce cadre un peu pas simpliste, mais cadre un peu pratique, parce que on avait des simplifications mathématiques, V bulle et gamma, et d'aller un peu plus loin en utilisant ce qui s'appelle de l'intégration numérique, des méthodes d'intégration numérique qui permettent de calculer cette intégrale ici, donc la vraisemblance conditionnelle, d'approximer cette quantité par les méthodes mathématiques que je vous présente maintenant. Donc cette méthode mathématique permet, qui est connue sous le nom de quadrature de Gauss-Hermite, méthode d'intégration numérique quadrature de Gauss-Hermite, permet d'approximer cette intégrale ici, complexe, par une somme pondérée. Alors, cette somme pondérée, elle est évaluée, les poids et les points auxquels les nœuds, on appelle ça les points de quadrature, à laquelle sont évaluées cette quantité LD, la vraisemblance conditionnelle, sont définis par des polynômes d'Hermite. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée c'est donc une intégrale complexe est approximée par une somme pondérée, les poids et les points de quadrature étant fournis par les polynômes d'Hermite et sont disponibles dans des tables ou dans des logiciels tels que R. Il y a des packages qui permettent de calculer ces poids et ces points de façon automatique. Alors, juste une petite chose sur cette méthode de quadrature de Gauss-Hermite, c'est que dans ce que je venais de vous présenter auparavant, donc dans cette diapositive, les poids WQ et les points ZQ, les poids WQ et les points de quadrature ZQ ne dépendent pas de la fonction que je souhaite approximer, de mon intégrande, ne dépendent pas de LD.
C'est-à-dire qu'ils sont définis euh, par défaut dès le départ, et ils four- euh, peuvent s'avérer mal placés, ou disons fournir une approximation moyenne, puisque dans cet exemple-là, dans le graphique du haut, on voit que mes points de quadrature, mes triangles, sont définis de façon équidistante, et dans ce cas-là, permettre de fournir une bonne approximation, puisqu'il couvre un peu très correctement le range de ma fonction. Alors que dans le graphique dessous, on voit que pour approximer ces deux fonctions, on a toujours la même distribution de points, et que on souhaiterait que nos triangles ici, la localisation de ces points de quadrature dépendent et prennent en compte le fait que mon information pour intégrer cette fonction, elle est ici, et pour intégrer cette autre fonction, mon information, elle est essentiellement ici. Cette méthode, il y a une méthode proposée qui est une méthode adaptive Gauss-Hermite quadrature, qui est la méthode adaptative, c'est-à-dire que dans ce cas-là, l'idée c'est d'adapter la localisation des points de quadrature, des nodes, et donc les poids qui sont associés, à la fonction que je souhaite approximer. C'est-à-dire qu'ici, dans l'exemple du haut, on a la même répartition. Mais dans l'exemple du bas, vous pouvez voir que les triangles qui pointent vers le haut, qui permettent d'approximer la première quantité, sont tous répartis là où mon information est présente, alors que pour ma deuxième fonction que je souhaite approximer, que je souhaite intégrer pour approximer l'intégrale, on voit que les triangles qui pointent vers le bas sont tous ici localisés là où mon information existe pour calculer cette intégrale. Pour calculer donc ma vraisemblance marginale, et donc pour obtenir une expression de la vraisemblance complète, prenant en compte donc un effet aléatoire et prenant en compte le taux de mortalité attendu pour estimer le taux de mortalité en excès. Alors ensuite, notre troisième objectif, c'était de tenir compte d'effets non linéaires et dépendants du temps des covariables. Alors voilà un exemple de modèles qui peuvent être ajustés dans notre contexte. Donc vous retrouvez un peu l'expression un peu classique, c'est avec mon taux de mortalité en excès, lambda plus, qui dépend donc du temps, de covariables x, donc défini au niveau d'un cluster I pour des individus J appartenant à ce cluster, et un effet aléatoire WI, prenant en compte la structure hiérarchique des données, la corrélation des temps de survie observés au sein d'un même cluster I. Donc on voit que ce taux de mortalité est défini un peu de façon classique avec un taux de base, lambda 0, et exponentielle des covariables. Sauf que on a le fait que la covariable, par exemple x2 dans cet exemple, on a un effet qui dépend du temps, c'est-à-dire qu'on suppose que l'effet de x2 ne sera pas le même 1 an après le diagnostic et 5 ans après le diagnostic, un effet dépendant du temps. Et on a un effet non linéaire de ma covariable x2, c'est-à-dire qu'on suppose, si on prend l'exemple de l'âge par exemple, pour x2, on ne suppose pas que l'âge est un effet linéaire, on souhaite que lever cette hypothèse d'effet linéaire, et donc on introduit cette fonction g qui est fonction souple, si on va utiliser des spins, mais peu importe, que l'âge puisse avoir un effet non linéaire, autrement dit, qu'avoir augmenté d'une année d'âge, avoir un an de plus, c'est pas le même, n'a pas le même effet si on compare des gens à 50 ans avec des gens à 70 ans.
D'accord. Donc, voilà le modèle un peu défini de façon générale dans ce travail. On a un paramètre ici WI qui est notre paramètre définissant l'effet aléatoire au niveau du cluster I. Donc qui est un effet partagé par tous les individus de ce cluster. Et on suppose que cet effet aléatoire suit une distribution normale de moyenne 0 et de variance sigma 2. Alors bien sûr, dans cet exemple ici, j'ai proposé définir le modèle un peu pas le plus complexe, mais qui permet de voir un peu toutes les possibilités offertes par notre approche. Mais il faut bien voir que ce modèle peut autoriser plus d'un effet dépendant du temps et plus d'un effet non linéaire. Ensuite, en termes d'optimisation, donc comme je vous le disais, on a défini la log vraisemblance en utilisant une méthode de quadrature adaptative gaussienne. Et notre taux de mortalité en excès a été calculé selon une autre méthode, mais pas entrer dans le détail ici. Donc ensuite, une fois qu'on a défini, qu'on a une expression de notre full likelihood, de notre vraisemblance complète, on l'a maximisé, on a utilisé des routines disponibles dans R, telles que la fonction NLM ou la fonction optime, il y a deux possibilités dans le package, pour maximiser cette vraisemblance complète et pour obtenir donc les estimations de nos paramètres. Donc dans ce travail, on a développé un R package qui s'appelle MEXHAS pour Mixed Effect Excess Hazard Model, avec le développement quand même de certaines routines en C++ que Adrien Charvat a implémenté, ce qui permettait d'optimiser grandement le temps de calcul et la maximisation et l'obtention des paramètres. Une fois cette méthode développée, l'idée ensuite c'était d'étudier un peu les performances de notre méthode. Donc avec une étude de simulation. Donc on a réalisé 3 grands scénarios. Les scénarios A et B dans lesquels on s'intéressait à l'impact, j'ai appelé ça l'impact du design, c'est-à-dire l'impact du nombre de clusters et du nombre d'observations par cluster. Donc quel était l'effet sur l'estimation des paramètres, le biais, la variance, etc. Enfin bon, l'effet d'avoir peu de clusters mais avec beaucoup d'observations, ou beaucoup de clusters mais avec peu d'observations. Donc, soit dans un scénario que j'ai ici appelé le scénario A, soit dans le cas où on suppose que notre nombre de patients par cluster était fixé. Donc on a 10 clusters mais qui ont toujours 100 patients, ou 100 clusters avec toujours 10 patients, mais on a toujours le même nombre de patients par cluster. C'est le scénario A. Ou le scénario B où on a des équilibres, c'est-à-dire qu'on a 10 clusters, mais qui peuvent avoir 8 patients, 11 patients, 13 patients, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas un nombre de patients par cluster identique. Donc ça, ce sont les scénarios A et B qui permettent d'étudier qui permettent d'étudier l'effet du design et comment les performances de notre méthode varient selon le nombre de clusters et le nombre de patients par cluster. Ensuite, on a étudié 2 autres scénarios, en vert le scénario C, donc qui était là pour voir un peu les performances de notre méthode dans le cas où un effet non proportionnel, c'est-à-dire dépendant du temps d'une covariable, était simulé et ajusté. Ensuite, est-ce que notre méthode permettait d'estimer correctement un effet dépendant du temps? Et enfin, dans le scénario D, est-ce que notre méthode proposée était robuste, était pas trop impactée par une mauvaise spécification de notre effet aléatoire, puisqu'ici on a supposé que notre effet aléatoire suivait une distribution normale, mais c'est une hypothèse de notre approche et il se peut que la distribution de l'effet aléatoire soit pas normale, soit autre
issu d'une autre distribution. Donc quel était l'impact de cette mauvaise spécification sur notre méthode. Donc on a simulé des covariables, âge, sexe, indice de défavorisation et cluster. Donc, en se basant un petit peu sur des données observées au sein des registres de cancer, c'est-à-dire qu'on a une distribution de l'âge qui colle à la distribution de l'âge observée pour les cancers du côlon dans les registres, par exemple. Ensuite, on a simulé d'autres facteurs comme le sexe, l'indice de défavorisation, puisqu'on s'intéresse à... C'était également le but de notre méthode d'estimer l'effet de l'indice de défavorisation défini au niveau d'un cluster. Donc ici, on a simulé un effet... pardon, pas un effet, on a simulé la variable indice de défavorisation selon une loi normale, avec certaines déviations standards qui étaient basées sur les données observées qu'on avait disponibles. Et puis, on a fait varier notre nombre de clusters avec 10 clusters, 20 clusters, 50 clusters ou 100 clusters. Et dans notre scénario A, Balance Design, on avait exactement 10 patients par cluster, 20, 50 ou 100. D'accord? Alors que dans notre scénario Unbalanced Design, on avait un nombre variable d'observations par cluster, mais en moyenne qui était égal à 10. C'est-à-dire que dans le scénario où on a 100 clusters, on simule 100 clusters, on a des données avec des clusters avec 8 patients, d'autres avec 12, 13, etc. Donc on a une distribution qui n'est pas toujours identique d'un cluster à l'autre en termes de nombre de patients par cluster. On a fait varier cette hétérogénéité, c'est-à-dire qu'ici on a dans le diagramme de gauche, on a 20 clusters avec 50 patients par cluster, mais qui sont tous très proches ils ont tous en moyenne, enfin ils sont tous proches de 50 patients, c'est-à-dire que on a très peu de clusters qui ont moins de 30, on n'a pas de clusters avec moins de 30 patients. Alors que quand on a simulé un autre scénario où on avait une grande hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on avait des clusters avec moins de 20 patients par rapport à d'autres clusters qui avaient plus de 80 patients. D'accord? C'est un plus ou moins grand déséquilibre en termes du nombre de patients par cluster. On a utilisé ce modèle pour simuler nos données, c'est-à-dire qu'on a supposé une distribution de V-bulle pour le taux de base, lambda 0, avec certains paramètres, et on a simulé un effet de l'âge égal à un bêta âge égal à 0.05, c'est-à-dire un hasard ratio exponentiel de 0.05 pour une année d'âge, pour une augmentation d'une année d'âge, un effet du sexe, un effet de l'indice de défavorisation, et on a supposé une distribution normale de notre effet aléatoire en faisant varier la variance de cet effet aléatoire, c'est-à-dire qu'en supposant une petite, moyenne ou grande corrélation entre les données observées au sein d'un même cluster. Ça nous permettait de simuler notre temps de décès dû au cancer. Ensuite, on simule un temps de décès dû aux autres causes. On prend le minimum des deux pour obtenir notre temps final le temps de survie observé. Et on a simulé 1000 échantillons dans chaque scénario. Dans le scénario non proportionnel, on a juste ajouté un effet dépendant du temps du sexe. C'est-à-dire qu'on a simulé des temps de décès différents pour hommes et femmes, ce qui revenait avec une distribution du taux de base différente, ce qui revenait à avoir un taux relatif correspondant au sexe dépendant du temps. Ensuite, dans le scénario robuste, au lieu de simuler simplement une distribution normale pour l'effet aléatoire, on a supposé qu'il y avait un mélange de deux distributions normales, ce qui permettait de prendre en compte et d'évaluer la robustesse de notre méthode par rapport à une mauvaise spécification de notre effet aléatoire.
Donc pour illustrer un petit peu l'effet dépendant du temps du sexe, juste on a supposé dans mon scénario NPH ici que être un homme comparé à une femme avait un effet délétère, enfin les hommes avaient un moins bon pronostic au tout début du suivi pour ensuite s'atténuer et rejoindre 1. Autrement dit, les hommes étaient en surrisque de mortalité au début du diagnostic et plus à la fin. Dans le scénario design et robuste pour l'analyse, puisque là c'était en termes de simulation, qu'est-ce que j'avais utilisé comme modèle pour simuler, pour analyser ensuite, pour interpréter mes résultats. Donc on a utilisé le modèle qu'on a proposé, nous, avec tel qu'il a été simulé ici. Et pour le scénario NPH, on a utilisé notre modèle tel qu'il a été simulé avec un effet dépendant du temps du sexe. Mais au lieu d'avoir un V-bulle dans chaque cas, on a également utilisé un spline cubique, c'est-à-dire une fonction souple, pour modéliser le taux de base. Alors, en termes d'indicateurs fournis, on a regardé un petit peu le biais. On a regardé le pourcentage du biais, la probabilité de couverture et l'erreur quadratique moyenne. Donc le biais c'est quoi? C'est la différence. Est-ce que j'estime correctement mon paramètre en moyenne? Le pourcentage biais, le percentage bias, c'est juste donc le biais divisé par la vraie valeur multiplié par 100 en pourcentage, pour voir un petit peu, pour tenir compte du niveau de la vraie valeur. Mon taux, ma probabilité de couverture, c'est la proportion de fois où mon intervalle de confiance à 95% contenait la vraie valeur. Est-ce que j'ai un beau taux de couverture, une bonne probabilité de couverture doit s'approcher de 95%. Et on a également fourni l'erreur quadratique moyenne qui est un compromis entre biais et variance qui permet de synthétiser un peu l'indicateur biais et l'indicateur variance, probabilité de couverture. Voici un résultat une synthèse des résultats, plutôt un résumé. J'ai fourni les résultats en détail juste après, mais il me semblait que c'était déjà trop long de tout aborder. En termes d'effets fixes des paramètres, on a une très bonne estimation des effets fixes, non biaisés avec une probabilité de couverture de 95%, quel que soit donc le nombre et la taille des clusters, et notre niveau d'hétérogénéité. Le fait d'utiliser un taux de base avec un B-spline plutôt qu'un V-bulle, tel qu'il a été simulé, ne changeait pas les performances de la méthode. Donc notre méthode avec une fonction souple pour le taux de base était tout à fait suffisante. Quand on a par contre un nombre de clusters qui est petit, 10 ou 20, on a une mauvaise estimation de l'effet estimé pour l'indice de défavorisation, le bêta DI, qui est la variable définie au niveau du cluster. Dans ce cas-là, on a un biais et une probabilité de couverture qui est plus basse et qui est plus faible que 95%. De même pour l'erreur, les déviations standards de notre effet aléatoire, on a un petit biais et une probabilité de couverture plus faible lorsque notre nombre de clusters est de 10 ou de 20 uniquement. Ensuite, comme attendu, lorsque le nombre de clusters augmente, on a une tendance à la décroissance de notre erreur quadratique moyenne pour notre bêta, notre paramètre associé à notre indice de défavorisation, ainsi que pour notre déviation standard de l'effet aléatoire. Enfin, on a observé que l'effet dépendant du temps était bien modélisé dans notre scénario NPH. Et dans notre scénario robuste, on a observé qu'on avait des très bonnes estimations pour les effets fixes des covariables, donc définis au niveau de l'individu, donc l'âge et le sexe. Par contre,
on a un mauvais taux de couverture et un biais pour la variable associée au niveau de défavorisation. Également, on a un mauvais taux de couverture, elle est pas, enfin, elle est pas robuste, elle est au niveau de l'estimation de notre effet, de notre variance de notre effet aléatoire. On n'a pas un bon taux de couverture dans le cas où notre distribution est mal spécifiée. Donc tous ces résultats sont détaillés ici, je ne vais pas les parcourir avec vous, je les ai mis pour que vous puissiez y accéder. Donc en termes d'illustration, on a illustré ce travail sur des données, donc des données des registres euh, concernant des patients atteints d'un cancer de la cavité orale qui ont été diagnostiqués entre 1997 et 2004 et qui ont été suivis jusqu'au 31 décembre 2007. Pour ces patients, on a assigné un niveau de défavorisation, l'European Deprivation Index, qui a été développé par Carole Pornet et l'équipe de Guy Lenoir à Caen, qui permet donc de définir pour chaque iris, selon une méthode qui est disponible dans cet article, pour chaque iris, donc, qui est une unité statistique, une unité géographique permettant de définir différentes zones géographiques en France, a été assigné un niveau de défavorisation. Et ce niveau de défavorisation a été considéré pour chaque patient comme un proxy de son niveau socio-économique. Et l'effet, c'était d'estimer l'effet du niveau de défavorisation sur le taux de mortalité en excès. Donc on a utilisé notre méthode en modélisant le taux de mortalité en excès, avec les covariables donc âge, sexe, année diagnostique et donc l'EDI, puisqu'on s'intéressait à l'EDI, avec effet continu de l'EDI. D'accord, c'est une variable continue. Un effet aléatoire est assigné à chaque niveau géographique, avec une distribution normale de moyenne 0 et une déviation standard sigma. Donc on va essayer d'estimer cette déviation standard. Et on a testé et évalué l'effet non linéaire ou non proportionnel, disons dépendant du temps, de l'âge et de l'EDI avec des splines quadratiques. Donc on a 5 modèles qui ont été ajustés et on a choisi le modèle final avec les critères d'Akaike. Donc voici les résultats pour l'effet de la défavorisation. Donc en abscisse, on a la variable continue effet indice de défavorisation, donc un faible une faible valeur de défavorisation, moins 2 par exemple, correspond à des patients favorisés d'un niveau socio-économique élevé, alors qu'une valeur élevée de l'indice de défavorisation correspond à des patients euh, défavorisés. Donc on voit qu'on a, comme on s'y attendait, un effet négatif, péjoratif de l'indice de défavorisation. Plus les patients sont défavorisés, pardon, plus le taux de mortalité en excès par rapport aux patients de niveau moyen est important, puisqu'on a un taux relatif plus grand que 1 ici pour les patients, disons, avec un niveau de défavorisation égal à 2 par rapport aux patients avec un niveau de défavorisation égal à 0. On observe également une sorte de plateau, c'est-à-dire qu'une fois que les patients, pour le niveau de défavorisation supérieur à 2, l'effet est péjoratif mais reste à peu près stable, c'est-à-dire qu'on a un taux relatif de 1,2 en moyenne pour tous ces patients. Donc, en termes d'outils logiciels, donc on a développé un package R, MEXAS, qui est disponible ici sur le site internet du groupe, de notre groupe ici, la Cancer Survival Group. Donc vous pouvez y accéder et le télécharger. Donc le code R pour charger le package, donc pour ceux qui sont habitués, c'est library MEXAS. Ensuite, il est nécessaire de charger une autre librairie pour définir les points et les poids de la quadrature gaussienne, StatMod. Et il y a un jeu de données que je charge ici, qui est disponible dans le package, qui va me permettre d'illustrer un peu ce qui est possible de faire. Donc ça, une description rapide des données. Je ne vais pas rentrer dans le... Ici, je vous l'ai mis. Mais par exemple, si vous voulez ajuster un modèle
très simple, sans en excès, sans effet aléatoire. Donc, on appelle MEX-AS. Formula qui permet de définir de manière classique pour ceux qui sont habitués à R, l'effet, enfin le temps, time, et l'événement, la variable vital status, VStat, en fonction de covariables âge, deprivation index, et effet du sexe sur notre donnée SIMData N1 avec un taux de base VBull. On a la même chose où on peut également définir différents taux de base, donc par exemple un taux constant par intervalle ou un spleen. On a deux outils qui permettent de prédire, donc prédire la survie ou prédire le taux de mortalité pour un certain jeu de covariables, pour certains patients jusqu'à un certain temps. On a un outil graphique qui permet de réaliser le graphique de soit de la survie, soit taux de mortalité en excès. Voilà l'exemple de la survie où j'ai ajusté trois modèles, VBull, constant par intervalle ou B-spleen. Le graphique correspondant au taux de base qui peuvent être fournis, qui sont directement disponibles dans la fonction. Et on peut après s'amuser à complexifier en ajoutant un effet non proportionnel donc de l'âge, dépendant du temps. Un effet non linéaire, ici avec un spleen que je définis à la main, mais utiliser des fonctions telles que BS. Ici, j'ai introduit expected equal pop-m rate, donc population mortality rate. Donc cela nous permet d'estimer un taux de mortalité en excès. Et ici, on a défini un effet aléatoire, random égale cluster, donc pour ajuster le modèle le plus complexe possible entre guillemets, c'est-à-dire un modèle à effet mixte avec des effets dépendants du temps et non linéaires. Voilà, donc ensuite, juste pour conclure, donc on a proposé maintenant une approche qui permet d'estimer, d'ajuster un modèle du taux de mortalité en excès flexible, prenant en compte la structure hiérarchique des données avec un effet aléatoire défini au niveau du cluster et permettant de modéliser des effets soit dépendants du temps, soit des effets non linéaires. Pour cela, donc, on a utilisé des techniques d'intégration numérique, adaptive Gauss-Hermite quadrature, pour se débarrasser de l'intégrale et calculer notre vraisemblance totale. Et des fonctions souples, oui, des B-splines ont été utilisées pour modéliser soit modéliser le taux de base et les effets dépendants du temps. Donc on a montré des bonnes performances et on a développé ce package qui est donc disponible à tout le monde à l'utilisation et on essaye d'étendre un peu ce travail pour permettre plusieurs effets aléatoires, c'est-à-dire par exemple ici l'effet aléatoire qu'on a développé, le modèle qu'on a développé permet un seul effet aléatoire défini au niveau du cluster et on souhaiterait étendre cette approche en permettant plusieurs effets aléatoires, un au niveau du cluster et un correspondant à l'effet de l'âge au sein de chaque cluster par exemple, pour rendre ce modèle et cette approche plus souple. Voici les références qui sont utiles à ce travail et le papier qui concerne principalement ce que je vous ai présenté.